Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là encore, désolé du retard. Donc, je suis Nicolas Rintaud, je suis psychiatre à Montpellier, je suis PH, je suis psychiatre depuis 5 ans maintenant et je m'occupe à Montpellier du centre de rétablissement et de réhabilitation qui est le centre référent de la région Occitanie. Avant toute chose, bravo d'être interne de psychiatrie, j'espère que vous vous rendez compte que c'est le meilleur métier du monde. Je vous assure, malgré les apparences parfois, on fait vraiment un super métier. Du coup, pour la réhab et le rétablissement. Alors, point important, j'ai appelé ça être réhab quand on est interne de psy. Bah oui, parce que vous allez voir au fur et à mesure que il est jamais trop tôt pour être réhab et pour appliquer ces façons de faire. Alors peut-être qu'au fur et à mesure, les choses vous paraîtront un peu floues, mais vous verrez à la fin, j'ai pris un exemple un peu grandeur nature qui vous permettra de voir un peu comment on intègre tout ce qu'on a vu au fur et à mesure. Pour les questions, Ilia, tu veux qu'on fasse comment? On fait à la fin? On peut m'interrompre? On n'est pas trop nombreux, donc à la limite, s'il y a des questions dans le chat, si tu veux, je peux interrompre à Ouais, la fin de. ouais, euh, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, en fait. Voilà. Impeccable. Voilà. OK. Alors, du coup, rétablissement, réhab. Premier truc important, euh, niveau C, les définitions assez simples. Le rétablissement, clairement, ça vous appartient pas. S'il devait retenir qu'une seule chose, c'est ça. Le rétablissement, c'est une définition égale une personne. C'est vraiment la place de la personne et la place de l'usager, en fait. Euh, c'est sa propre définition et on va voir ça. Donc, normalement, quand on parle de rétablissement, ça sera la diapo d'après, on parle de rétablissement personnel. Et vous allez voir pourquoi. Donc, vraiment, quand on parle de rétablissement, c'est un processus personnel, c'est les étapes de la personne qui finalement se reconstruit en tant que personne ou se construit tout court, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la maladie psychique, ça happe un peu les personnes assez tôt, hein, et que avant de parler de reconstruction, quand la maladie t'est tombée dessus, avant que tu puisses te construire en tant que personne, c'est compliqué de parler de reconstruction, donc parfois le rétablissement, c'est tout juste se construire en tant que personne. Donc, c'est vraiment point de vue de la personne sur ses projets et c'est une évaluation vraiment personnelle. Donc, finalement, nous, on n'a rien à voir là-dedans. D'où le fait qu'on dit des personnes, et c'est les personnes qui le disent, se sentent rétablies, c'est pas les autres qui les trouvent rétablies. Donc, c'est vraiment ce point de vue. Pas facile hein, pour des médecins au boulard un peu surdimensionnés que nous sommes, d'avoir cette idée que finalement, ça ne nous regarde pas et que la définition, elle est propre à chaque usager. Mais c'est vraiment important de l'avoir en tête. Donc, le rétablissement, ça appartient aux usagers. Du coup, on s'oppose vraiment à cette idée de rétablissement médical et rétablissement personnel. Clairement, le rétablissement médical, c'est un peu ce nous a appris à faire au jour le jour. C'est le côté, voilà, vous avez des symptômes et nous, on pense que vous êtes rétabli si vous avez quasiment plus de symptômes ou plus du tout. Donc, le rétablissement médical, c'est vraiment un point de vue de soignant qui est centré vraiment sur l'aspect maladie de la personne et qui ne prend pas vraiment en compte la personne qu'il y a derrière le patient. Euh, et donc, d'où ce principe de rétablissement personnel qui, pour le coup, lui, le rétablissement personnel, c'est vraiment un processus global. Donc, c'est la personne dans son entièreté. On l'a vu, c'est le point de vue de la personne concernée et pas le nôtre. Et l'idée, c'est pas juste se rétablir de la maladie et des symptômes, c'est plutôt se reconstruire en tant que personne dans son entièreté. Donc, le premier réflexe qu'il faut avoir vraiment dans ces moments-là, c'est attention, le rétablissement médical, il ne doit pas passer avant le rétablissement personnel. On a vraiment cette idée qu'avant de parler de projet de vie, il faut parler de projet de soins et qu'il y aurait finalement un certain niveau de stabilisation des symptômes ou de disparition des symptômes obligatoire pour pouvoir parler de projet de vie et accompagner les projets de vie. Ce n'est absolument pas vrai. Et d'ailleurs, les études le montrent, hein, il y a très peu de corrélation finalement entre rétablissement médical et rétablissement personnel. En plus, clairement, ça voudrait dire que pour beaucoup de gens, on risque d'attendre longtemps parce qu'il y a beaucoup d'usagers pour lesquels, malgré nos efforts, persistent des symptômes. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, la personne n'est jamais prête. Donc,
vraiment, l'erreur à ne pas faire, c'est pas privilégier le rétablissement médical avant le rétablissement personnel. Les deux doivent être menés de front. Du coup, l'idée au quotidien, c'est d'oublier ces phrases. Bah déjà, on va attendre que vous soyez stabilisé et bah attendez, peut-être que vous n'êtes pas prêt. Venez peut-être à l'hôpital 2 jours, 3 fois par semaine pour commencer, puis après on verra pour le boulot. Tout ça, on va le voir. Ça fait passer la temporalité de la personne après, alors qu'elle devait être au premier plan, et on va le voir que dans les principes de rétablissement, bah, c'est vraiment pas ce qu'il faut. Donc, rétablissement médical en même temps que le rétablissement personnel et pas l'un après l'autre. Du coup, pour être bien au clair là-dessus, le rétablissement, il s'appuie sur 5 grands piliers en fait, qui normalement au quotidien sont censés accompagner votre pratique. Alors vous allez voir que là parfois les piliers, même si je les ai vulgarisés, ils paraissent un peu flous. On verra concrètement comment ça s'applique au quotidien. Mais clairement, ces piliers, ils sont quoi? Vous le voyez au milieu, l'ouverture vers l'extérieur. Clairement, il n'y a pas de rétablissement et on va voir pas de réhabilitation psychosociale si on ne sort pas des murs de l'hôpital, y compris des murs des hôpitaux de jour. La vraie vie, elle est dehors, clairement. Les demandes des usagers, la plupart du temps, elles sont dehors, que ce soit pour se réaliser dans leur projet, que ce soit pour faire du lien social, que ce soit même pour nous rencontrer. Donc l'idée, c'est quand même de penser nos soins un peu en dehors de l'hôpital et surtout de le faciliter. Rien ne nous empêche, ou en tout cas, alors nous en tant que psychiatre, c'est un peu plus compliqué, mais rien n'empêche les équipes auxquelles vous faites partie et puis celles que vous dirigerez peut-être derrière, euh, d'être tourné vers l'extérieur, de rencontrer l'usager dans un parc, dans un café, chez lui, là où il a envie en fait, plutôt que d'avoir cette idée toujours que ça doit être à l'hôpital de jour ou au CMP ou je ne sais pas où. Alors évidemment, pour une consultation médicale, c'est plus compliqué parce que s'il faut bouger partout, on va en voir moins. Mais en tout cas, pour nos équipes, c'est vraiment un élan à mettre. Alors évidemment, hein, ça demande d'autres choses, hein, parce qu'on n'a pas le même discours, on n'est pas caché derrière sa blouse quand on voit quelqu'un au café, etc. Mais clairement, il faut favoriser l'accès à nous, et favoriser l'accès à nous, si on pense qu'on peut aider les gens, c'est favoriser l'ouverture vers l'extérieur. Donc c'est vraiment le premier paradigme, il faut sortir. Le deuxième paradigme, non des moindres, pour le rétablissement, c'est l'espoir. L'espoir de l'usager en une vie épanouissante malgré la maladie psychique, l'espoir de sa famille et de ses proches en général, mais finalement aussi l'espoir chez les soignants. Si en tant que soignant, vous êtes toujours la personne qui ferme la porte à un projet ou qui le diffère ou qui dit que ce n'est pas possible ou qui présume, en fait, ça tue l'espoir en fait. Et ça, c'est sur des choses, on le voit de manière, ça peut être assez insidieux, hein. Ça peut être, vous croisez un usager en hospice complète, là, qui va bientôt sortir, et puis vous lui demandez qu'est-ce qu'il va faire après la sortie, puis il vous dit, là, ça fait 3 mois qu'il est hospitalisé, qu'il va partir en vacances, qu'il a envie de revoir les potes, que là, il partirait bien, voilà, plusieurs semaines. Et alors, ça se veut bienveillant et empathique et pragmatique, mais que tout de suite, c'est ah vous savez, ça va plus être pareil. Et puis là, vous pouvez pas partir sans prévenir. Vous êtes en programme de soins, et puis l'infirmier va passer pour les traitements, et puis il y a les VAD, etc. Bien sûr, ça c'est vrai et ça peut être une réalité. Mais franchement, ça tue direct l'espoir. La personne, après une hospite, elle a encore l'espoir de se revoir dans une vie qui était la sienne avant, etc. C'est hyper positif ça. Donc l'idée n'est pas de tuer ça et de ne pas constamment fermer la porte à ça. Donc l'espoir, c'est vraiment important. Clairement, il faut que vous y croyez vous. C'est la base de tout ça. Point, alors je vais passer vite fait parce qu'on va y revenir derrière, mais c'est l'identité. Clairement, on l'a vu, rétablissement médical, rétablissement personnel, vous ne pourrez jamais vous intéresser au rétablissement personnel et donc à la personne dans son entièreté si vous ne voyez pas la personne et vous intéressez pas à la personne qui a derrière le patient. Donc, évidemment, qu'en tant qu'interne, futur psychiatre, il faut connaître l'histoire du patient, les antécédents, ce qu'il a pris comme traitement, la maladie, etc. C'est important. Mais on verra qu'il y a autant d'infos, si ce n'est plus, pour comprendre la personne et amener du soin que ce qu'est la personne en fait. Donc, je vous conseille toujours de vous attarder sur le mode de vie, qui est la personne, qu'est-ce qu'elle aime.
c'est quoi sa vie, qu'est-ce qu'elle faisait avant d'être malade, etc. Parce que vous aurez énormément de réponses dans les demandes ou dans les réactions des gens en connaissant ça. Et puis, point important, si vous connaissez que le patient et pas la personne, bah, vous ferez que du rétablissement médical. Et clairement, moi, j'estime qu'en psychiatrie, actuellement, faire du rétablissement purement médical, c'est 1/10 du boulot. Donc, concrètement, si vous faites que ça, vous êtes 1/10 de soignant. Après, chacun peut cocher le nombre de dixièmes qu'il veut être. Mais en tout cas, connaissez les gens qu'il y a derrière les personnes. Ça éclaire beaucoup de choses. Le quatrième point, c'est les objectifs. Alors, comme vous l'avez compris, bah, les objectifs de la personne. Qu'est-ce qu'elle veut? Quelles sont ses envies? Et pas les nôtres. Bien sûr qu'on a des objectifs de soignants. Bien sûr qu'on aimerait bien des choses pour les usagers. Mais attention, on va voir que ce n'est pas parce qu'on veut des choses que les personnes veulent les mêmes choses. Et l'idée, ce n'est pas de ne plus avoir, nous, d'idées pour les usagers, mais c'est de trouver la bonne porte d'entrée pour amener nos objectifs. Et ça, on verra comment on fait. Mais le paradigme primordial du rétablissement, c'est d'accompagner les personnes dans leurs objectifs à eux. Et vous doutez bien que souvent, ces objectifs ne sont pas de prendre un traitement et de venir régulièrement nous voir. Ce qui est plutôt logique aussi. Et enfin, on va dire le cœur du rétablissement, le mot qui résume le mieux tout ça, c'est l'empowerment, donc remettre la personne au centre de tout, des discussions, des décisions. Il y a cette idée qu'il faudrait jamais discuter de l'usager sans sa présence, en fait, jamais parler de lui, de son avenir, de ce qui va être décidé sans lui, parce que c'est le premier concerné. Les choses petit à petit évoluent dans ce sens-là, mais je ne sais pas combien parmi vous ont déjà fait des réunions concernant un usager sans qu'il soit là. J'imagine que c'est la majorité et que ceux pour qui c'est l'inverse, c'est une minorité. Mais clairement, c'est remettre la personne au centre, tout simplement parce que, alors au centre de ses demandes, mais aussi au centre de ses responsabilités. Elle est aussi responsable de sa vie, de son projet de vie, c'est normal. C'est sa vie. Et la psychiatrie décide déjà beaucoup des choses pour les gens, donc ça n'a rien d'en rajouter 10 couches. Donc vraiment, derrière ce mot empowerment, c'est redonner le pouvoir aux gens de choisir, de participer, de donner leur avis, c'est primordial. Donc voilà un peu les 5 piliers qui doivent guider votre pratique au quotidien. Du coup, clairement, ça demande aussi de réquestionner les limites de votre métier en fait, et de nos métiers en général. C'est que pour beaucoup de soignants en psychiatrie à l'heure actuelle, nous, on est juste responsable du rétablissement médical. Or, moi, je pense qu'en 2023, comme je vous l'ai dit, ne s'occuper que du rétablissement médical, c'est nier toute une partie de la personne, c'est nier toute une partie de ses envies et de ses ambitions, et c'est nier tout simplement toute une partie du travail. On ne peut pas se dire que nous, c'est juste réduire les symptômes et après laisser la personne se débrouiller pour retravailler, pour vivre seul, pour avoir une vie sociale, pour avoir une vie amoureuse. On ne peut pas toujours arrêter de dire que la maladie isole, qu'il y a beaucoup de stigmatisation, que l'environnement de la vie en général n'est pas hyper propice à l'épanouissement de nos usagers. On ne peut pas dire tout ça et en même temps ne pas s'en occuper. C'est vraiment bizarre. Donc, les questions. Alors, après, l'idée, évidemment, ce n'est pas de tout faire. De votre place de psychiatre et d'interne, vous ne pouvez pas tout faire. Par contre, votre responsabilité, c'est d'entendre les demandes des gens, de considérer que ça vous concerne, et puis après de connaître très bien qui fait quoi dans le réseau, qu'il soit sanitaire ou médico-social, pour accompagner les personnes. On ne peut pas juste dire à quelqu'un qui veut retravailler, vous verrez avec l'assistante sociale. Vous ne savez pas quand est-ce que l'assistante sociale va le voir, vous ne savez pas quelle info a l'assistante sociale sur ce sujet précis, vous ne savez pas si elle est dispo, donc il faut aller plus loin que ça, que juste d'orienter. Il faut donner l'info à l'assistante sociale, vérifier qu'elle soit bien au clair de la demande de la personne, aider la personne à le formuler, quitte à aller au rendez-vous avec. Il faut assurer le service après-vente, entre guillemets. Donc, mais en tout cas, ça demande vraiment de se re-questionner autour des limites de notre travail parce qu'on est responsable des gens et de leur bien-être dans leur globalité et pas simplement à se réduire à être des distributeurs de traitements. Mais ça, c'est une vraie question à tous les niveaux, chez tous les soignants. Alors, on entend beaucoup, oui, mais moi, je ne suis pas éduc, oui, mais moi, je ne suis pas un coach pour trouver un boulot, etc. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de savoir tout faire, mais d'être au courant de beaucoup de choses et encore une fois, de re-questionner
c'est quoi le travail de psychiatre au quotidien. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Alors, des fois, vous voyez à droite, déjà dans les études, les soignants valorisés par les usagers et à qui les usagers font confiance, bah, c'est les soignants qui apportent de l'espoir, c'est les soignants qui sont ouverts à une relation de partenariat où on s'éloigne d'un gros paternalisme, une grosse infantilisation des gens, des soignants qui sont ouverts sur ceux qui aident et qui ne sont pas bornés à penser qu'ils ont la science infuse. Surtout en psychiatrie, où il faut vraiment qu'on fasse preuve de beaucoup d'humilité, et puis qu'aussi ils sont souples sur leur rôle. On se plaint souvent que les gens, on y reviendra, mais les gens ne nous font pas de demandes, etc. Mais si à chaque fois qu'ils font une demande, on leur dit c'est pas le moment ou ça c'est pas moi, faut pas s'étonner qu'ils nous demandent plus grand chose derrière. Donc c'est beaucoup de bon sens, hein, mais pour une raison que j'ignore, notre spécialité, elle peut aussi siphonner beaucoup en bon sens. Donc concrètement, une posture en 2023 de soignant en psychiatrie, quel qu'il soit, c'est vraiment remettre l'espoir au centre de la relation, associer les usagers au maximum à toutes les décisions, avoir ce réflexe toujours, mais là on fait une réunion où on parle de lui, mais pourquoi il n'est pas là en fait? Quelle est la bonne raison pour le faire, pour dire qu'il n'est pas là? Et vous verrez que c'est très régulièrement, dans 90% des cas, c'est juste qu'on n'y a pas pensé en fait. Laisser la personne concernée faire ses choix, c'est pas parce qu'on s'occupe de maladies psychiques, qu'il y a parfois un défaut de conscience des troubles ou qu'il y a des obligations de soins que les gens n'ont pas le droit de décider ce qu'ils veulent faire de leur vie. On n'est pas là pour décider à leur place. Évidemment, faire confiance, on présume encore beaucoup trop que les gens, si on leur laisse le choix, ne viendront pas nous voir ou se feront pas aider. C'est pas vrai. Les gens, ils ont une maladie psychique, hein, ils sont pas bêtes, ils savent très bien, ils viennent voir, ils font comme tout, comme vous et moi, ils vont voir les gens qui leur sont utiles en fait et qui répondent à leurs demandes. Moi, quelqu'un qui me dit que ma demande ne l'intéresse pas ou que c'est pas lui ou que c'est pas le moment, j'essaye une fois, deux fois, la troisième fois, je reviens pas. Traiter d'égal à égal aussi, hein, c'est important. On a déjà notre statut qui déséquilibre la relation avec les usagers, pas besoin d'en mettre une couche. Donc c'est important, notamment quand on parle du projet de vie des gens. On ne peut pas penser qu'on a un avis supérieur ou plus important sur la vie d'une personne que la propre personne elle-même. Ça serait vraiment bizarre. Et puis, continuer à vraiment en croire aux capacités, aux ressources de la personne. Le rétablissement, c'est vraiment regarder ce qui va, ce qui fonctionne, les ressources de la personne, plutôt que de toujours regarder ce qui ne fonctionnerait pas. Donc voilà un peu ce que ça entraîne, le rétablissement. Du coup, on passe à la réhab. Si le rétablissement appartient aux usagers, comme on l'a vu, la réhab, foncièrement, ça nous appartient. Moi, je décris la réhab, alors vous verrez beaucoup de définitions, hein. Moi, ça c'est la mienne. Pour moi, la réhab, c'est une boîte à outils géante qui n'est là uniquement pour lever les obstacles qui se mettraient entre les personnes et leurs projets. Donc, vous doutez bien que cette boîte à outils, elle peut contenir tous les outils médicamenteux ou non médicamenteux que vous connaissez, mais elle peut contenir beaucoup d'autres choses. Comment on fait un CV, comment on questionne la vie amoureuse, comment on bosse l'autonomie, en tout cas, il y a autant d'outils qu'il y a de projets, et comme il y a autant de projets qu'il y a de personnes, cette boîte à outils, elle est géante et illimitée, en tout cas. Son champ d'action, encore une fois, ne doit pas être limité à des choses où lesquelles on se dit, ça c'est nous, ça c'est pas nous. Et puis surtout, point important, on va le voir, nous on a nos idées d'outils, mais on l'a vu, la temporalité, c'est probablement le plus important. L'outil, il est bon que s'il est mis au bon moment. Et le bon moment, c'est quand l'usager il veut. Donc, on n'amène pas les outils quand on veut, nous, mais c'est surtout quand la personne, elle veut et qu'elle se sent prête à s'en saisir. Après, on verra comment on peut amener les choses pour créer un environnement propice à ce que la personne demande de l'aide. Et puis, petit clin d'œil, clairement, cette façon de faire de la réhabilitation au service de rétablissement personnel, c'est encore un exemplaire encore trop limité. Et c'est pas pour rien que pendant notre internat,
on entend peu parler, voire pas du tout. Moi, personnellement, pour ma part, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que je devienne chef de clinique. Mais parce que tout simplement, déjà, des centres, il n'y en a pas tant que ça. Alors, il y en a partout, avec chacun une définition parfois du rétablissement qui peut varier un peu et une approche différente. Mais en tout cas, quand on écoute les usagers et leurs proches, c'est clairement pas suffisant, c'est encore sous condition, c'est difficile d'accès, etc. Donc, malheureusement, c'est encore trop limité et j'espère que ce genre de webinaire ou discussion entre nous permettra que ça bouge un peu. Voilà pour rétablissement et réhab. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça, déjà, avant qu'on enchaîne? Sur les définitions, est-ce que c'est clair? Est-ce que pas du tout? Qui me dit mot consent, je considère que du coup, j'avance. Point fondamental, j'en ai parlé, j'y reviens, c'est l'identité. Encore une fois, si vous ne voyez la personne que par le prisme des lunettes de soleil, de la psychiatrie et des symptômes, vous vous exposez à avoir qu'une part de l'analyse de réaction, de propos ou d'action d'une personne et vous vous exposez à vous tromper. Concrètement, moi personnellement, c'est comme ça que je fais, hein, c'est que je me pose toujours la question si ce qui se passe en face de moi, dans la réaction, dans ce que me dit la personne, est-ce que c'est explicable par la situation, l'histoire de ce que je connais de la personne, son caractère, ce qu'il a déjà vécu. Et donc, ça me renvoie à qui il est en tant que personne. Et ça me permet généralement de faire déjà une évaluation objective et plutôt une réponse appropriée. Pourquoi objective? Parce que si, dès le début, face à un comportement, vous vous posez la question, vous ne posez pas la question que est-ce que la réaction, elle est juste normale? Et vous sautez directement, c'est oulala, ça c'est un symptôme ou c'est le traitement qui ne va pas, etc. C'est compliqué de revenir en arrière, en fait. C'est compliqué de dire, dès qu'on a pensé à un symptôme, c'est compliqué de revenir en arrière. Ah, mais peut-être c'est pas ça. Ce que je vous conseille, c'est juste une phrase, c'est et si. Et si ce que je voyais là, ça n'avait rien à voir avec la maladie qu'a la personne ou avec son traitement, mais est-ce que c'était inhérent à ce qui s'est passé ou inhérent à qui il est en tant que personne? Donc, votre travail, c'est vraiment de vous poser la question à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment, j'insiste, mais fondamental. Sinon, en fait, on se gourre. Et sinon, parfois, on fait une réponse médicale à une situation qui n'a rien à voir avec tout ça. Petit exemple, on va suivre Théo tout le long. Théo, jeune, atteint de schizophrénie, 23 ans. Là, il veut bosser dans l'informatique. Il fait part de sa demande et un stage dans les espaces verts lui est proposé afin, le classique, tester sa motivation et voir s'il est capable de se lever le matin. Finalement, sur les 15 jours de stage, Théo, il se présente que 4 jours. Donc, petite mécanique intellectuelle à faire. Ok, est-ce que face à cette situation, avant de me poser la question maladie, symptômes négatifs, etc., manque de motivation, est-ce que la réaction de Théo, elle ne serait pas logique en fait? Théo, il a 23 ans, il demande un stage dans les espaces verts et en numérique et on lui file un stage dans les espaces verts. À quel moment on pense qu'il va se motiver pour aller faire un stage qui est à l'opposé de ce qu'il veut faire? Clairement, la maladie, là, elle n'a rien à voir là-dedans. C'est la réaction normale d'un jeune de 23 ans qui aime les ordis et qui n'aime pas faire des boutures, quoi. Mais le risque, et l'heure actuelle, et cet exemple, alors tous les exemples que je vous donnerai sont des histoires vraies, mais celui-là, il est vraiment symptomatique et hyper classique. La réaction majoritaire, c'est Théo, vous n'êtes quasiment pas venu en stage, ça la montre que vous n'êtes pas prêt pour travailler, c'est trop tôt. Et donc là, on interprète la situation uniquement par le prisme de la maladie. On nie toute l'identité, la réaction normale que peut avoir Théo. Et du coup, si vous êtes du côté droit, direct, la réponse, elle n'est pas adaptée parce que si vous êtes dit, putain, c'est vrai, il nous a demandé de l'informatique, on donne des espaces verts, on va lui dire, et ouais, effectivement, on comprend que vous n'êtes pas levé pour un truc qui ne vous intéresse pas, on ferait tout ça, nous allons vous trouver un stage qui correspond à votre demande. Et peut-être que là, on pourra vraiment tester la motivation parce que si même ça bloque pour un truc que la personne a demandé, peut-être qu'on pourra se poser sur les obstacles. La réaction pas adaptée, là, dans ce cas-là, ça serait de mettre de côté le projet
et nous concentrer sur les soins parce que vous nous avez prouvé que vous n'êtes pas prêt. Mais ce n'est pas vrai. La personne, elle n'a rien prouvé du tout. Elle n'a rien prouvé, elle a juste prouvé qu'elle était logique et qu'elle ne se déplace pas pour un truc qui ne l'intéresse pas. L'idée qu'il y a derrière ça aussi, allez pas imposer des gens et des logiques à nos usagers, des logiques que vous n'imposerez pas vous-même en fait. Moi, je donne souvent cet exemple. Moi, j'ai toujours voulu faire de la psychiatrie, donc l'externat m'a semblé très long, notamment quand je partais dans certains stages, et notamment quand je passais en chirurgie. Parce que moi, le bloc ne m'intéresse absolument pas, je trouve ça long, c'est insupportable, et j'avoue, j'ai simulé des malaises pour partir du bloc. Et si ça s'était su, ou si on m'appliquait ce qu'on applique à Théo là, Nicolas Rinto, il a pas été, il simule des malaises, il va pas au bloc, ça prouve qu'il n'est pas motivé pour être médecin. Donc, on arrête l'externat. C'est à peine caricatural en fait. Donc, posez-vous la question, toujours, est-ce qu'on n'a pas une explication qui peut être dans la situation, qui trouve sa réponse dans la situation, et n'imposons pas des choses qu'on n'imposerait à personne, y compris nous-mêmes. Et ce truc, vous pouvez le retrouver partout. Hein. Le classique de quelqu'un, un usager qui est hospitalisé, temps complet, qui à 9 h demande d'appeler sa famille parce qu'il ne les a pas eus depuis 4 jours et qu'il n'a pas le droit à son portable, mais c'est l'heure du petit-déj. 9h30, il recommence, mais c'est la relève. Et puis à 11 h, il y a déjà quelqu'un sur le téléphone. Puis à midi, c'est le repas. Puis à 14 h, c'est la relève. Bon, et puis à 15 h, on lui dit encore non, donc là, il s'énerve. Et le classique, appel de l'interne, de garde ou machin, monsieur machin est tendu, il faudrait mettre un si besoin ou lui donner, etc. Mais il est tendu normalement, en fait. Moi, quand on m'envoie péter 5 fois d'affilée, je reviens et je m'énerve. Et là, clairement, ça serait très injuste de traiter la tension et l'agitation par un traitement. La personne, elle n'y peut rien. Donc, encore une fois, c'est toujours important d'identifier ce qu'il en est. Un traitement médicamenteux, c'est pour traiter un symptôme et qui est lié à une maladie. Ce n'est pas pour traiter une injustice. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et l'identité, ça va vraiment jusque-là. Le point d'après, évidemment, pour le rétablissement et qui est fondamental, je l'ai intitulé « Se comprendre ». Donc, retenez bien, identité, premier point, se comprendre, deuxième point. Se comprendre, pourquoi ? Parce que, de fait, en tant que soignant en psychiatrie, vous avez un point de vue sur une situation qui est votre point de vue de soignant. De fait, de cette position-là, votre point de vue sera différent de l'usager et peut-être parfois même différent de la famille. Et en fait, ce n'est pas que quelqu'un a tort ou a raison, ça veut dire que juste, on a des places différentes dans la situation, donc on a des points de vue différents. Et vous verrez à quel point c'est normal, mais que c'est important de prendre en compte tous les points de vue, y compris de l'usager évidemment, mais surtout de la famille aussi. Et attention, petite parenthèse hyper importante, quand je parle de famille, on a tendance à penser qu'aux parents. N'oubliez jamais les fratries, n'oubliez jamais les frères et sœurs, notamment ceux qui vivent sous le même toit que les usagers. Ils vivent les mêmes choses, mais avec des choses différentes, parce que la relation parent-enfant n'est pas la même que les relations dans les fratries. Parfois, il y a des conflits de loyauté. Ça met les frères et sœurs dans des conflits de loyauté terribles. Prenez en compte les frères et sœurs, proposez de rencontrer les frères et sœurs s'il y a besoin, etc. Et évidemment, pour comprendre les points de vue de chacun, il faut recevoir chacun. Donc, bien sûr qu'une famille, ça pose des questions. Parfois, ça vous challenge sur vos compétences. Mais notamment quand vous êtes interne et même quand vous êtes psychiatre, vous avez le droit de ne pas savoir. Et vous avez le droit de dire aux gens que vous ne savez pas et que vous allez vous renseigner. Par contre, on ne se rend pas compte à quel point c'est une souffrance pour les familles, pour les usagers, etc. Il faut prendre le temps d'accueillir, d'expliquer, de changer, de faire un pas de côté, parce que ce qui est le quotidien pour vous, ça reste l'exceptionnel pour les usagers et leurs proches. Du coup, il faut faire l'effort de réexpliquer, de vous mettre dans la tête que vous, le service où vous allez tous les jours, où tout vous paraît logique, c'est la nouveauté pour les gens et que notre logique à nous du quotidien, elle n'est pas forcément logique pour les gens qui vivent ça la première fois. Donc prenez le temps et vous verrez dans l'exemple à la fin qui résume un peu tout, à quel point c'est important de se mettre à la place de chacun et donc d'écouter le point de vue de chacun. C'est la base pour trouver un terrain d'entente. Parce que concrètement,
Bah, ça se passe comme ça en fait au début. Vous avez votre objectif pour l'usager avec un chemin particulier et des étapes. L'usager, il a le sien, parfois au service d'un objectif qui n'est pas du tout le vôtre, et parfois se rajoute un troisième objectif qui est celui de la famille. Et clairement, dans cette situation-là, si vous ne prenez pas le temps de vous poser et de comprendre le point de vue de chacun et les motivations de chacun, bah, vous n'en sortez pas en fait. Cette situation-là, telle qu'elle est, c'est ingérable. Donc, votre travail, pour se comprendre, c'est d'arriver à ça à la fin. C'est d'arriver, en ayant pris les craintes, les envies, les besoins de chacun, à un objectif commun avec un chemin commun et des étapes communes. Communes, pardon. Mais ça, ce n'est possible uniquement que si vous discutez et que vous prenez le temps de comprendre pourquoi il y a de l'inquiétude chez les proches, pourquoi ils freinent certains projets, pourquoi l'usager là n'accepte pas tel soin, etc. Il faut parler pour comprendre. Il ne faut pas deviner. C'est vraiment, vraiment très important. L'autre point important et fondamental aussi, un peu pour l'identité, pour se comprendre. Alors, je ne vois pas le chat, mais si vous voulez prendre la parole pour ce petit quiz, d'après vous, c'est quoi les raisons pour un usager de refuser un soin qu'on lui propose ou une proposition? N'hésitez pas à prendre la parole. Aucune idée? Bah, alors du coup, je vais proposer un petit peu des réponses. Ben, alors, je vois dans la conversation d'Annie Détrou, moi je dirais aussi des fois qu'on leur a pas du tout expliqué le projet de soins, les propositions. Ok. Des fois, c'est l'équipe qui a décidé en équipe pluridisciplinaire que c'était ça l'option. Ça, c'est vrai que ça peut compliquer aussi. Et surtout si l'objectif, enfin, à mon avis, si c'est pas l'objectif du patient qu'on lui propose un soin, parce que ça nous semble important, ça va pas du tout, ça va pas du tout fonctionner. Ok. Pas mal. L'idée directe, qui est un peu comme pour l'identité, le et si de tout à l'heure, c'est vous poser toujours la question, quand vous avez un refus, posez-vous la question si votre proposition, c'est pas de la merde en fait. Et ça aide. Alors évidemment, pardon, hop là. Évidemment, les symptômes et la maladie, le manque de conscience des troubles, ça peut être une explication, évidemment. Mais attention, ne pas tomber dans la facilité de tout attribuer ça. On entend encore trop, ah oui, mais là, il ne peut pas dire oui, il ne peut pas savoir ce qui est bon pour lui, il est malade. Non, cet argument-là, il peut être vrai, mais il faut s'en méfier. Parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dessus et qu'on est parti sur cette théorie, on oublie le reste. Et le reste, c'est quoi? Bah, vous l'avez dit, c'est le manque de sens déjà. Quelque chose qui ne fait pas sens pour quelqu'un, il y a peu de chances qu'il adhère en fait. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Si ce soir, vous pensiez que la réhab, c'est de la merde, il y a peu de chances que vous soyez connecté au webinaire. Et ça serait normal. Sinon, c'est vraiment, vous aimez vous faire mal. C'est un autre problème. Donc, le manque de sens, évidemment. La temporalité inadéquate aussi. Souvent, on repousse, on diffère les projets des personnes, etc. C'est pas le moment, vous n'êtes pas prêt, il faut voir le psychiatre avant, il faut vous faire évaluer avant. Quand quelqu'un a envie tout de suite et qu'on diffère sa demande et la réponse qu'on va y faire à des mois ou des semaines, comment vous voulez que la personne, elle s'y retrouve? Elle va voir ailleurs ou elle se débrouille. Autre point important, posez-vous la question si vous n'êtes pas en train de donner le bâton pour vous faire battre niveau rigidité de l'organisation. On entend souvent un classique, hein, c'est voilà, vous avez un usager pas très chaud pour le traitement, qui a une injection retard, et son psychiatre veut à tout prix qu'il la fasse au CMP. Le problème, c'est le CMP, c'est 2 bus, c'est un tram pour y venir, etc. Et l'usager fait une demande, dit bah, est-ce que, ok, l'injection, bon, ça ne me plaît pas, mais ok, est-ce que je ne peux pas la faire chez moi avec un infirmier ou mon médecin traitant? Et parfois, il y a des réponses hyper rigides du genre ah bah non, c'est au CMP, c'est comme ça. Le médecin, il veut que ça soit comme ça. Il ne faut pas s'étonner si la personne ne vient pas faire son injection. À un moment, il faut se poser la question de la rigidité de notre organisation. Quand c'est compliqué, ça complique les choses. Et Dieu sait qu'on est compliqué dans notre organisation. Alors attention, hein, le côté frustrant, moi je l'ai beaucoup vécu quand j'étais interne, c'est que on n'a pas beaucoup de latitude sur là-dessus. Hein. On n'est pas responsable d'unité, on peut pas.
Mais donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas agir, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas questionner. Après, si votre senior prend une décision autre, bon, vous aurez essayé. Mais déjà, comme vous aurez essayé, vous rentrerez chez vous plus en phase avec vous-même, et c'est important. Et d'autre part, souvent, moi je dis, mais on nous demande souvent ce qu'on a appris pendant l'internat, etc., avec qui nous a inspiré, etc. Moi, pendant l'internat, j'avais un petit cahier, enfin un petit carnet de tout ce que je ne voudrais pas reproduire quand je serai senior. Et ça me sert beaucoup plus que ce que j'ai appris, je me rends compte, à l'heure actuelle. Voilà. Si vous voyez des choses, même si ça peut être frustrant de ne pas pouvoir changer les choses en tant qu'interne, gardez-le en tête, parce qu'à un moment, quand vous serez psychiatre, quelle que soit votre activité, en fait, rappelez-vous-en de ce que vous… C'est compliqué de savoir quel psychiatre on a envie d'être, et vous construisez en tant que psychiatre, et on se construit même après l'internat, hein, je vous rassure. Mais c'est aussi important d'être en phase avec ce qu'on n'a pas envie d'être comme psychiatre en termes de valeur, en termes de rigidité, etc. etc. Et puis le dernier truc aussi, hein, le côté paternalisme, infantilisation, je sais ce qui est bon pour vous, il n'y a que le psychiatre qui peut savoir ce qui est bon pour la personne, y compris même au-dessus des infirmiers, etc. Ça, c'est vraiment vintage, hein. Ça, il faut arrêter. Ça n'a rien de sexy, ça n'a rien de viril. C'est juste arriéré de penser qu'on a la science infuse, notamment en psychiatrie. Il faut vraiment être très humble sur ce qu'on sait faire. On sait faire des choses, il faut en être fier. Moi, je suis très fier des psychiatres, mais attention au paternalisme, au faites ce que je dis, prenez que ce prescrit, tout ira bien. Je ne pense pas que ça soit l'orientation à prendre, vraiment. Donc, posez-vous la question pour se comprendre tous les points de vue et face à une refus de proposition, ok, mais est-ce que j'aurais pas pu proposer ça différemment pour amener mon message ou mon outil? Du coup, on y vient, en fait, à quoi ça sert la réhab au-delà de valeur, au-delà de quelque chose d'humaniste, de respecter la personne? Ben, la réhab aussi, c'est vraiment bien efficace pour amener vos outils, en fait, et ce à quoi vous croyez qui pourraient aider les personnes, même quand elles ne veulent pas. Et en fait, c'est pour ça que j'ai appelé ça créateur d'environnement. Pour moi, en tant que psychiatre, et en tant que soignant en psychiatrie, on est des créateurs d'environnement. C'est-à-dire qu'on doit essayer de créer autour de la personne un environnement propice à ce qu'elle nous demande de l'aide. Et on va voir comment on fait. Clairement, il faut que vous reteniez aussi, ça va dans le truc du paternalisme et de l'espoir. Protéger de la vie, c'est pas protéger de la maladie. On ne protège pas les gens en évitant qu'ils se confrontent à leurs projets, qu'ils se confrontent aux obstacles, qu'ils se confrontent aux échecs. On ne protège pas les gens de la maladie en venant des années faire des activités occupationnelles dans un hôpital de jour. Clairement, on les coupe d'une vie qu'ils méritent ou en tout cas qu'ils auraient eu le droit de tester. Donc, vraiment, ne tombez pas dans la surprotection. Les gens ont le droit d'essayer. Les gens ont le droit de vivre et d'essayer de vivre leur vie malgré la maladie. Donc, clairement, vous allez voir de manière très concrète, laisser place au projet, en fait, c'est créer un environnement qui est propice à la demande d'aide. Quand une personne ne veut pas d'aide, posez-vous la question comment lui amener cette aide. Et on va voir comment on peut faire. Mais vraiment, ça, ces deux phrases, vous pouvez les garder en tête. Voilà. On ne protège pas protéger la vie, ne protège pas de la maladie. Et ça, c'est important que vous en soyez persuadés parce que les proches, ils ont besoin d'être rassurés par rapport à ça. Parce qu'un proche, ça a tendance à mettre un peu sous cloche aussi parfois. Pas parce qu'ils ne veulent pas le meilleur pour leurs proches, hein, mais tout simplement parce que ils sont inquiets que quand ça fait 6 fois que vous saignez un tiers à 3 heures du matin, vous êtes un peu inquiet que la personne se relance dans des projets et tout. C'est notre travail de dire que clairement, accompagner les projets de vie, c'est plutôt protéger de la rechute et de la maladie et pas l'inverse. Quelqu'un qui n'est pas hospitalisé, ne pas être hospitalisé, ce n'est pas un projet de vie, hein. Quelqu'un qui n'est pas hospitalisé, mais qui fait rien chez lui, qui rumine, etc., s'il n'a pas une vie épanouissante, d'un moment, il en verra tout péter. Il dira, écoutez, moi, ma vie, c'est de la merde, ça sera une vie de merde, mais au moins sans traitement, sans ses effets secondaires, etc. Donc, bloquer la porte des projets, c'est vraiment pas épanouissant. C'est déjà pas un droit qu'on a. Et puis en plus, vous allez voir que c'est fermer la porte d'entrée à du soin. Alors, vraiment là, on va essayer de faire un résumé. On rentre dans le vif du sujet de tout ce que je vous ai dit. Clairement, pourquoi la réhab, c'est efficace, bien au-delà de la philosophie qu'il y a derrière.
Bah, tout simplement parce que amener du soin, c'est pas toujours facile et finalement, notamment pour les gens qui pensent qu'elles n'ont pas besoin de soins ou qui pensent qu'elles n'ont pas de maladie psychique. Donc, finalement, amener du soin, il y a deux portes d'entrée. Soit la personne vous fait une demande de soins, en fait. Elle vous demande de l'aide, elle a un symptôme, elle vous demande de l'aide, et là, c'est plutôt facile de lui amener un outil qui soit médicamenteux ou non au service de cette aide-là. Et puis, de l'autre côté, bah, il y a la porte des projets. Et on va voir que ces deux portes-là, elles ne sont pas toujours ouvertes. Et que notamment la porte des soins, dans la proposition de soins, elle est souvent fermée. Et l'idée qu'il y a de base derrière, pourquoi on ouvre la porte des projets toute grande, c'est parce que en fait, vous allez voir comment la porte des projets, elle peut ouvrir la porte aux soins. Donc l'idée, c'est pas la réhab, c'est pas créer de nouveaux outils. C'est beaucoup utiliser des outils qu'on aimerait bien amener en première intention, mais que la personne refuse. Et c'est d'essayer de trouver une autre approche, un autre angle, une autre porte d'entrée pour amener nos outils. Donc, concrètement, vous allez voir là de manière pragmatique, pourquoi c'est important de fermer zéro porte. Vous voyez par exemple, je vous ai fait là un schéma un peu, donc une échelle d'insight. Donc on va dire que quand l'insight il est tout en bas de la flèche, il n'y a pas de conscience des troubles, donc peu de demandes de soins. Et puis dans l'espoir du rétablissement, quand on est tout à gauche, peu de demandes, peu d'espoir, peu d'envie. Donc, des portes de projet parfois vraiment entrouvertes ou juste une petite demande. Donc, vous avez vu, psychiatrie pour les nuls, en haut à droite. Hein. Vachement de demandes de soins, plein de projets, pas de souci. On va s'intéresser notamment en bas, en fait. Quand la porte des soins, elle est fermée. Quand la personne, elle ne veut pas de notre aide. Et c'est très frustrant pour un soignant parce que quand vous êtes persuadé qu'un outil pourrait aider la personne mais qu'elle n'en veut pas, votre travail, ce n'est pas d'essayer forcément de la convaincre parce qu'on sait que ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas de l'obliger, évidemment. Mais si vous êtes persuadé que l'outil est bon, à vous de trouver la porte d'entrée pour amener votre idée de soin. Et ça, les portes d'entrée, elles se trouvent, d'où le fait de connaître très bien les gens, bien au-delà du patient, et de connaître les projets et de fermer zéro porte. De manière concrète, je vous propose un exemple de bosser sur cette situation. On retrouve Théo, histoire vraie, hein. Enfin mélange d'histoires vraies pour être exact, pour que personne ne se reconnaisse, donc mélange de 3 histoires. Théo vient juste de sortir d'hospitalisation après une rechute et une recrudescence délirante. Dès sa sortie, il arrête rapidement le traitement. Pas de programme de soins, rien du tout. Et ne va pas à son rendez-vous avec son psychiatre. Il prend par contre rendez-vous avec son case manager qui le suivait au centre de réhab avant parce qu'il a un nouveau projet, il a une idée et il souhaite créer son entreprise de sacs connectés. Il donne des explications assez floues sur comment ça va se goupiller tout ce truc, mais il parle que de ça, il n'y a pas d'autres demandes. Ses parents, ils appellent derrière très inquiets parce que voilà, ils trouvent que leur fils se prend un peu trop pour un génie avec des idées de grandeur, avec des choses un peu qui partent dans tous les sens. Et ils sont d'autant plus inquiets que là, il va bientôt toucher un héritage et qu'il a prévu de mettre dans son projet de sac connecté. Du coup, si on reprend les étapes qu'on a mis, pour se comprendre. Donc, pour se comprendre, après vous, donc là, vous recevez la famille, point de vue de la famille, qui évidemment va être très différent du point de vue de Théo, vous imaginez. Point de vue de la famille, Théo, il a un peu la folie des grandeurs. Nous, on ne trouve pas son projet réaliste en l'état. On a très peur qu'il dépense tout son héritage. Donc, il faut vraiment lui faire changer d'avis. Et puis, peut-être que c'est le moment de lui parler de la curatelle, parce que là, il veut mettre le truc de mamie dans son projet. Bref, les parents de Théo, ils sont très inquiets, et c'est normal. Il sera forcément compliqué de leur expliquer de soutenir Théo dans ce projet. Et évidemment, vous doutez bien qu'il va falloir expliquer que peut-être l'accompagner, c'est la seule porte d'entrée pour l'aider, mais pour faire passer ça à la famille, il faut vraiment prendre le temps d'expliquer la stratégie. Parce que de l'autre côté, vous avez Théo, c'est une idée géniale, il faut que je la lance, il faut que je lance mon entreprise. Heureusement, l'héritage va m'aider. J'espère que vous allez m'aider. De toute façon, quoi qu'il arrive, je le ferai. Donc, en gros, Théo, il n'a qu'une idée en tête, pas de nuance, et il n'accepte rien à part de l'aide pour ce projet que de toute façon, il va faire lui-même. D'après vous, je vais vous faire bosser un peu,
comme on est dans les temps. Là, vous êtes le case manager de Théo. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez ces 2 points de vue, la famille, vous avez pris le temps. Comment vous gérez ça? Ou qu'est-ce que vous aimeriez proposer à Théo? Alors, sachant que je ne vois pas le chat là, du coup. Alors, dans le chat, on a avoir une idée de comment il sait gérer un budget. Ok. Alors, budget par rapport à quoi, Mélanie? Je Plus parle, loin. c'est peut-être plus simple. De quoi? Je parle, c'est peut-être plus simple. Ouais. Un budget, du coup, déjà, comment il gère son argent, lui, et voir s'il a la moindre idée de comment gérer un budget pour créer une entreprise et ce qui. Enfin, Ok. je pense, déjà, faut vérifier qu'il n'est pas complètement décompensé. Une fois qu'on a éliminé ça, Alors, je te le Mm. confirme, il l'est quasiment. Il est décompensé? Ouais. Bah, je sais pas alors, hein. C'est compliqué. Mais parce que alors, s'il est décompensé, qu'est-ce que tu aimerais là dans son état? Il a clairement des idées de grandeur, très accélérées, très désorganisées. Toi, qu'est-ce que tu aimerais lui proposer en tant que psychiatre? Après, on verra pour les portes d'entrée. Ou les autres, hein, évidemment. Bah, commencer par stabiliser ses symptômes, quoi. Et ouais, mais lui, il se sent très bien, il n'a pas envie de venir te voir pour ça. Bah, je pense que j'ai pas la bonne réponse parce qu'instinctivement, j'aurais envie de temporiser son projet Ok, en faisant traîner le temps de réussir un peu à y voir plus clair sur ses symptômes. ok. Alors, toi, tu peux faire traîner, tu peux, hein, mais est-ce que tu penses que lui va laisser traîner? Bah non, du coup, il va se lancer parce qu'il veut le faire. Donc, Voilà. Donc, mais c'est super ton raisonnement parce que c'est exactement ça. En fait, clairement, tu penses que son truc va foirer. Et que là, vraiment, si tu as envie de remettre un traitement, ou tu as stabilisé, c'est que tu le sens, il te sent un peu vulnérable au niveau de la maladie actuellement. Donc, tu as envie de l'aider. mm. Donc, si on est logique, il faut tout faire pour l'aider. Oui. En fait, que ton idée de rétablir le traitement soit la bonne, a priori, oui. L'outil est bon. La question, c'est comment on lui amène. Parce que là, si tu lui dis, écoutez, en gros, votre projet, c'est trop compliqué, il faut stabiliser les choses avant, bah, il y a très peu de chances qu'ils reviennent te voir. Et le seul truc qui aura changé, c'est que au lieu d'une relation un peu tripartite, bah, tu laisses Théo tout seul face à son projet que toi, tu juges déjà très casse-gueule, même si tu étais dans la boucle. Donc, il faut trouver la porte d'entrée. L'idéal, c'est de trouver le symptôme qui le freinerait dans son projet. Ah, pas mal. Ça me plaît pas mal, ça. Effectivement, c'est une bonne piste. D'autres idées? Je vous aide un peu. Allez, je vous aide un peu. Du coup, on est dans une situation, porte des soins fermée, aucune demande. Porte des projets entrouverte, il n'y en a qu'un, c'est ça. Alors, comme on a dit, hein, effectivement, le point de vue d'un soignant en réhab, ça serait voilà. Bon, le projet, à l'heure actuelle, paraît peu réalisable, assez flou. Il n'a pas l'air de voir les contraintes et l'organisation de création d'une entreprise. Bien sûr qu'il lui faudrait de l'aide et d'autres soins, peut-être. Mais le problème, c'est que là, à l'heure actuelle, c'est pas comme si on pouvait lui sauter dessus, etc. Et que la risque, c'est que si on lui dit, bah non, traitement d'abord et puis projet après, bah en fait, il ne reviendra pas. Et tout ce qu'on va gagner, c'est qu'on attende que ça aille de pire en pire, et on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas s'il ne peut pas se mettre en danger, s'il ne peut pas être arnaqué, etc. Donc en fait, finalement, là, le seul moyen de rester dans la boucle, c'est déjà de ne pas le laisser seul face à son projet. On verra comment ça évolue. Mais l'idée, c'est pas de casser le lien. Du coup, en fait, le truc, Théo, là, vous n'avez pas bien, il faut stabiliser les choses avant d'envisager quoi que ce soit d'autre, ça vous exclut de fait de la situation. Donc, comment vous voulez aider quelqu'un que vous-même vous avez senti vulnérable si vous vous excluez? Donc, le but, c'est de ne pas s'exclure. Et c'est pour ça qu'on ouvre la porte au projet. Donc, on va lui dire, allons-y. Du coup, concrètement, c'est ce qu'on a fait. On lui a proposé un plan. Alors, sa demande d'aide, c'était créer son entreprise. Donc, en fait, il a accepté 3 choses qu'on lui a proposées.
c'est prendre rendez-vous à la Chambre des métiers pour évoquer les étapes de la création d'entreprise, rencontrer des entrepreneurs, auto-entrepreneurs, et aider à la rédaction du projet pour en définir les étapes qui puissent le présenter à la Chambre des métiers aux entrepreneurs. Il a accepté que ça. Donc, on est parti là-dessus. Et en fait, vous allez voir, tout va s'éclairer. Pourquoi on fait ça? Concrètement, les projets, c'est comme une pelote, en fait. Vous vous rappelez, il est encore appelé comme ça volontairement, créateur d'environnement. Dans l'environnement actuel, Théo ne nous demande pas d'aide et ne voit pas le problème. Et ouvrir la porte au projet, c'est créer un autre environnement. Créer son entreprise, face d'en dessous, rencontre à la Chambre des métiers, rencontre métier, rédaction du projet. Et là, vous avez déjà créé un autre environnement qui crée d'autres questionnements. Et c'est pour ça que j'ai mis une pelote, on tire la pelote. Premier truc, qu'est-ce que ça a donné? C'est que Théo, en fait, donc il a été à la rendez-vous à la Chambre des métiers, et il a tilté sur un truc, et c'est compliqué d'anticiper ça, hein, sauf si on le vit. Il a testé sur les compétences à avoir pour son entreprise, notamment pour la compta. Et en fait, il a fixé là-dessus. Il est ressorti de son rendez-vous en disant « Je vais me faire arnaquer si je ne suis pas bon en compta. Le problème, c'est que je n'ai pas le bac. Et donc, pour faire des trucs de compta, il faudrait que j'ai le bac. » Et du coup, alors là, il y a eu du temps, hein, mais sur quelques semaines, il a décidé de s'inscrire au DAU, qui est une équivalence du bac. Et vous allez voir que du coup, donc, vous avez vu, on a déroulé, donc on a créé un autre environnement. Donc du coup, d'un coup, compta, puis bac, puis équivalent du bac, puis difficulté de concentration. Et bim, et là ça revient un peu à ce que tu disais Lydia, c'est que au lieu d'aller lui dire direct, mais dans la schizophrénie, il y a ci, il y a ça, etc., on l'a amené à se confronter à des obstacles pour un projet qui était le sien. Et donc, quand il a des problèmes de concentration et qu'il nous les rapporte à ce moment-là, il ne nous dit pas « j'ai une schizophrénie, j'ai un problème de concentration ». Il nous dit « j'arrive pas à me concentrer au DAU parce que ça part dans tous les sens. Du coup, je n'aurai pas mon équivalence du bac. Du coup, je ne pourrai pas faire de compta. Du coup, je ne pourrai pas créer mon entreprise. Du coup, je ne pourrai pas sortir mon sac connecté. » Et votre travail, c'est d'aider à faire ce lien-là. Deuxième point, la rencontre métier qui a déclenché les choses. Et en parallèle du reste aussi. En fait, il a raté beaucoup de rendez-vous. Il était tellement désorganisé qu'il s'est paumé dans les transports. Il a été à l'opposé, etc. Et notamment, il a raté 3 rendez-vous avec un mec qui l'a vu au téléphone et qui faisait un peu les mêmes trucs que lui. Donc, il était hyper intéressé. Et en fait, entre le lien... j'ai raté mes rendez-vous avec des mecs qui auraient pu m'expliquer comment on fait, plus j'arrive pas à me concentrer en cours, etc. Et ben dans un premier temps, il a demandé un bilan neuropsy qu'on lui a proposé par rapport à la mémoire, qu'on lui a évidemment pas proposé de principe. Si on lui avait proposé bilan neuropsy pour créer votre entreprise, je pense qu'il aurait dit non, c'est même sûr. Et en fait, comme il n'a pas réussi à se concentrer au bilan neuropsy, il s'est dit ça va être biaisé et on ne va pas m'aider. Et il a accepté de reprendre et même une augmentation du traitement à ce moment-là. Et en fait, ce qui a fini aussi en parallèle de convaincre, c'est qu'il n'a jamais réussi à mettre sur papier son projet parce que ça partait dans tous les sens. Et il a exprimé un trop-plein d'idées, ce qui a ramené aussi au bilan neuropsy, au traitement dans un second temps, puis à de la remédiation cognitive, d'ailleurs pour une prise en charge un peu plus globale, notamment sur les transports. Donc, vous voyez en fait que augmentation de traitement, bilan neuropsy, remédiation cognitive, voire habileté sociale, tout ça, en fait, on a pu l'amener, c'était un peu notre stratégie de départ, mais par une porte détournée, en fait, et qui était la seule à un moment ouverte par Théo. Si on était arrivé direct, écoutez, là, ça part dans tous les sens, il faut déjà bosser votre concentration, augmenter le traitement, il nous aurait envoyé péter. Donc, la réhab, c'est ça, en fait. C'est créer un environnement propice à la demande d'aide. Et l'environnement propice à la demande d'aide, c'est les projets et les obstacles. Donc, voilà un peu comment on peut résumer une prise en charge, enfin, nous, ce qu'on fait, en tout cas, au quotidien. Et ce n'est pas un cas isolé, hein, ça marche très bien. Pour la petite histoire, derrière, les choses se sont apaisées, Théo a eu le DAU et est parti vers d'autres études d'ingénieur du son. Voilà, qui se passe très bien. Dernier point dont je voulais vous parler, on terminera là-dessus avant d'en discuter, c'est l'accommodation. Alors ça, c'est un truc que vous avez probablement entendu nulle part parce qu'on en parle très peu.
Pour vous donner une idée, l'accommodation, qu'est-ce que c'est? L'accommodation, en résumé, c'est toutes les aides extérieures que vous mettrez au service de la personne pour pallier à ses difficultés. Et si vous réfléchissez à cette définition, vous verrez qu'effectivement, toutes nos aides, qu'elles soient médicamenteuses, sociales, économiques, tout, ça peut être de l'accommodation. La hache, la RQTH, un VSL, etc., etc. On va voir comment. Clairement, l'accommodation, comment ça se passe? Confronter à la personne à ses difficultés et pas y pallier, mais plutôt essayer de l'outiller, c'est un peu le plan A. C'est le confronter aux obstacles, s'appuyer sur ses compétences et mettre dans les situations demandées, comme on a vu. Le plan A, ça évite l'accommodation et ça permet d'avoir un effet efficace dans le temps et qui s'appuie sur les compétences de la personne. L'accommodation, c'est quoi? C'est plutôt le plan B, qui paraît vachement plus facile à l'usager au début, parce qu'on pallie aux difficultés par des aides externes, on contourne les obstacles et on protège des situations. Et ça, on le fait tout le temps en psychiatrie, constamment. Pourquoi ça, il faut s'en méfier? À cause de ça. On l'a vu, une situation, ça crée des projets qui créent de nouvelles situations, qui créent des obstacles et qui créent le fait qu'on s'appuie sur des compétences propres, que ça crée la demande d'aide, donc on peut amener des outils, etc. Le problème, c'est qu'un plan A qui favorise ça, c'est très bien, mais un plan B qui compense et qui accommode et qui fait éviter aux gens les obstacles et les situations et les projets, ça bloque la chaîne à tous les niveaux. Je vous donne un exemple concret. Théo a beaucoup de voies qui sont majorées dans les transports, du coup il ne prend jamais les transports, ce qui est chiant parce qu'il a besoin des transports pour à peu près tout, du coup il ne se donne pas d'objectif de projet. Il va un peu à l'hôpital de jour, et là on se dit, tiens, pour qu'il vienne à l'hôpital de jour, on va lui proposer un VSL. Donc on lui met un VSL. Très bien, Théo vient à l'hôpital de jour, pas de souci là-dessus. Sauf que le VSL, c'est le plan B. Et à votre avis, qu'est-ce que va dire Théo quand on va lui proposer de faire de la TCC des voies, de l'accompagner dans les transports, de se mettre en difficulté par rapport à un symptôme, versus il y a une voiture qui vient vous chercher et vous ramène? Mais Théo, il prendra le plan B et il aura raison. Personne ne prend un plan A plus difficile s'il y a un plan B plus facile. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour l'AH, pour la RQTH. Combien de jeunes à l'heure actuelle sont bloqués chez leurs parents parce que l'AH a été mis de principe, ils ont 900 € d'argent de poche, ils n'ont plus d'envie du fait de la maladie, et en fait, ils sont mis dans un confort aussi parfois qui fait qu'ils n'ont plus envie de bouger. Donc attention, l'AH, la RQTH, c'est des droits, ils ont le droit de le demander, etc. Mais posez-vous la question quand vous mettez un outil, déjà, on ne fait rien de principe et en package, on fait du sur-mesure. La psychiatrie en 2023, c'est pas genre vous avez une schizophrénie, à 20 ans, je vous mets le package complet avec l'orientation ESAT, etc. On réfléchit. Est-ce que l'outil va être aidant ou est-ce que ça va être un moment un frein? Troisième petit truc pour le retenir, posez-vous la question quand vous mettez un outil, est-ce que l'outil d'aujourd'hui, ce n'est pas l'obstacle de demain? Est-ce que je ne suis pas en train d'accommoder? Est-ce que les oui, là, à un instant T, ça va aider les gens, mais est-ce que ça ne va pas nous péter à la gueule plus tard? Parce que c'est vraiment ça. Et d'après vous, avec les soignants, qui accommodent le plus? C'est les familles. Mais dans toutes les maladies, nous, c'est pour ça qu'on a développé des prises en charge tripartites où on prend en charge l'usager en TCC, mais aussi la famille. Par exemple, pour les TOC, combien de familles vous expliquent qu'ils ont bien compris comment fonctionne le TOC et tout, mais quand la personne, elle fait sa compulsion 15 fois, etc., et qu'on le voit mal, etc., on a envie de faire à sa place ou de pallier pour qu'il puisse se détendre, diminuer en anxiété, etc. Évidemment que c'est sympa, évidemment que c'est empathique, évidemment que c'est logique de faire ça et que ça va aider à l'instant T. Mais dans le temps, ça va éloigner la personne du soin, ça va faire reposer sur une aide externe le bien-être de la personne et ça fait clairement exploser l'aide externe. Il n'y a personne qui peut aider quelqu'un et porter sur ses épaules toute sa vie quelqu'un qui a une maladie psychique. C'est trop lourd en fait. C'est pour ça qu'on accompagne les familles. Mais vraiment, à retenir ça peut
peut-être vous paraître un peu lointain dans votre pratique encore ce phénomène d'accommodation, mais déjà posez-vous la question, quand vous avez un jeune, on vient de lui poser un diagnostic, est-ce que c'est urgent de lui mettre une RQTH, une orientation ESAT? On ne sait pas s'il ne va pas pouvoir reprendre une vie et ses études normalement. Ça sert à quoi lui mettre déjà une étiquette, etc. Alors souvent, l'argument de gens qui font ça, c'est que oui, mais c'est au cas où. Mais dans la réalité, ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui a une orientation ESAT, ce n'est pas au cas où. La majorité du temps, quelqu'un qui a une orientation ESAT, déjà, c'est lui renvoyer à lui qu'il ne peut faire que ça. Et du coup, ça l'empêche de réfléchir à d'autres projets. Et de deux, quand quelqu'un voit qu'une personne a une orientation ESAT, elle ne se dit pas « Oh, ben, ils lui ont mis au cas où ». Ils lui disent « Ah, ben, si on vous a mis ça, c'est que quelqu'un a jugé que vous ne pouviez pas faire autre chose ». La réalité, elle est là au quotidien. Donc, tous les outils, toutes les orientations, faites du sur-mesure, réfléchissez à l'instant T et dans les 10 ans à venir. C'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, pile poil en 1 heure, incroyable, je ne pensais pas, sur le rétablissement pour vous donner des pistes. Si vous voulez aller plus loin, il y a pas mal de livres sur le sujet. Les 4 de la première ligne sur la droite, en partant de la droite, les 5, pardon, c'est plutôt des choses sur le rétablissement écrits par des usagers. Donc, c'est, comme je vous disais, c'est leur voix directement et c'est hyper intéressant à lire parce que tout part de là, hein, du point de vue de la personne. Pour ceux qui ne connaissent pas le podcast en bas à gauche, les mots bleus, qui est extrêmement bien fait, qui vient d'avoir un prix là, de meilleur podcast en santé et qui est vraiment extrêmement bien fait et extrêmement touchant avec beaucoup de sujets et c'est surtout centré sur des témoignages d'usagers. Si les outils en réhab vous intéressent, alors vous avez le traité de réhabilitation psychosociale pour ceux qui sont fans d'outils, d'historique, d'évidence-based médecine, voilà, c'est une Bible, elle est très lourde, hein, ça ne se lit pas d'un coup, hein, c'est plutôt aller prendre un truc ici et là en fonction des trucs. En plus simple, vous avez le bouquin de David qui est orange et bleu, qui résume un peu ça, qui donne des plans d'action, etc. sur les outils de la réhab. Et pour ceux que ça intéresse sans faire de pub, voilà. Moi j'ai écrit un livre qui est Soyez Réhab, dont j'ai pas mal tiré ce que je vous ai dit aujourd'hui, qui est plutôt un guide pratique, parce que la réhab, c'est bien de savoir ce que c'est, mais concrètement, comment on en fait. Donc, les exemples de Théo, il y en a plein dans le livre, ça permet ok, la réhab, c'est ça, mais comment on en fait au quotidien. Et pour ceux qui ont la flemme de lire, j'ai créé lundi le compte Insta de Soyez Réhab. Si vous voulez vous inscrire, tous les lundis, je ferai une infographie sur le rétablissement et la réhab pour rendre ça un peu accessible. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention et n'oubliez pas d'être réhab, c'est vraiment important et ça sera essentiel dans les années à venir. Merci beaucoup. C'était un webinaire qu'on attendait beaucoup parce qu'il y avait quand même pas mal de demandes des internes de formation sur ce type de sujet. Mais vraiment, l'idée, c'était de se former de la base. Donc ça, c'est vraiment chouette. Moi, j'avais des petites questions quand même. Est-ce qu'il y a des gens qui font de la réhab en France, par exemple, orientés pédopsie, orientés plus addicto, chez qui on peut aller se former, chez qui on peut aller prendre des infos, des bouquins? Alors, excellente remarque. Alors, clairement, alors déjà, vous l'aurez compris, tout ce que je vous ai dit, beaucoup de bon sens, hein. Et donc, 90% de la réhab, en fait, ce n'est pas spécifique à la psychiatrie déjà. On pourrait l'appliquer à la gériatrie, on pourrait déjà remettre les gens au centre et d'écouter leurs demandes. Voilà. Après, ça se développe peu en pédopsie pour l'instant, mais ça commence à se faire. Alors, la question qu'ont les pédopsies et après peut-être les unités un peu de transition, etc., c'est que c'est un peu injonction paradoxale en fait. On va prendre un exemple, je trouve, qui est assez marquant, c'est les premiers épisodes psychotiques ou les ultra hauts risques. Il y a des recommandations, prise en charge intensive sur 3 ans, etc., etc. Avec, on aimerait bien qu'ils fassent de ci, de ça, traitement médicamenteux, du soutien à ça, d'éducation thérapeutique et ça. On veut beaucoup de choses. Mais la question en revient toujours au même, et c'est pour ça que moi je pense que la réhab, ça devrait se faire partout, en tout cas l'état d'esprit du rétablissement, c'est que tu aies 12 ans, 15 ans ou 42 ans,
on aura toujours plus le chance de te convaincre d'accepter de l'aide si on s'appuie sur ce qui est important pour toi à ce moment-là de ta vie. Donc, c'est encore quand même très peu développé en pédopsychiatrie parce que aussi les pédopsychiatres, on parle, hein, très paternaliste, on essaie de beaucoup protéger, etc. Mais on y vient petit à petit. Les addictos, en tout cas, nous, à Montpellier, on a beaucoup de discussions avec eux sur ces questions-là, beaucoup d'échanges parce qu'ils se rendent compte qu'eux accommodent pas mal aussi. Et en pédopsie, ils accommodent beaucoup aussi. Il n'y a pas d'unités spécifiques encore qui se sont créées. Les unités de réhab, c'est beaucoup pour les majeurs. Mais honnêtement, la question plus large, c'est est-ce que ça pourrait bénéficier dès la pédopsie et dans beaucoup de spécialités, même la dicto, la gérontopsie, évidemment, clairement oui. Moi, j'y crois dur comme fer. Et pour vous donner une anecdote, j'ai même des collègues d'autres spécialités que la psychiatrie qui ont acheté le livre et qui m'ont dit, mais en fait, je l'applique déjà sur des trucs tout bêtes, hein, même des ANES, des choses. Il y a vraiment à apprendre dans l'humanisme qu'il y a là-dessus sur n'importe quelle pratique. Merci beaucoup. Donc, je suppose que ça ne te dérangera pas si on envoie le lien vers la vidéo à nos collègues médecins généralistes qui nous posent souvent beaucoup de questions. Je regardais encore un petit peu, je m'étais noté des questions, mais je crois que tu as répondu quand même à la plupart qui me restaient. J'ai l'impression qu'il y a aussi dans tout ce qui est réhab un vocabulaire qui est un peu différent. Il y a certains termes qui sont évités, je pense que c'est par souci d'éviter l'origine un peu paternaliste du terme. Est-ce que tu dirais qu'il y a des mots en particulier qui ont vraiment changé la donne avec les patients et les équipes dans le fait de les utiliser ou de ne pas les utiliser justement? Alors, oui, il y a un vocabulaire. Après, il faut toujours se méfier parce que vaut mieux pas avoir le vocabulaire et faire vraiment de la réhab que l'inverse. Et moi, mon point de vue à l'heure actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de centres de réhab qui disent qu'ils font de la réhab au service du rétablissement personnel. Or, à mon avis, ils font du rétablissement médical. Après ça, en fait, moi, je pense que les mots de vocabulaire importants, il n'y en a pas 10 000 et en fait, on les retrouve dans les paradigmes et les piliers de base. Alors, moi, je ne parle pas des patients, je parle des usagers. Pourquoi? Parce que je pense que, un peu comme je vous l'ai dit, instinctivement, quand tu parles de patient, déjà, tu t'orientes on parlait de l'identité, dans le processus vraiment de regarder la personne uniquement par ce prisme-là. Je pense qu'usager renvoie un truc plus global. Évidemment, usager, quand je parle d'un groupe, tout simplement, les gens, je les appelle par leur prénom et, au quotidien et c'est très bien comme ça. Pour marquer l'empowerment et le fait de remettre quand même les gens au centre, moi, j'ai tendance à parler de collaboration et de prise en charge, que de prise en charge. Mais parce que je pense que ça, c'est foncièrement important. Il n'y a de toute façon pas de bonne prise en charge sans collaboration. On ne peut pas penser que accompagner les gens s'ils ne font pas leur part et si on ne leur laisse pas faire leur part aussi. Donc, moi, j'ai sur ce truc-là. Après, les mots qui sont venus ensemble, plutôt que de coordinateur de parcours, son case manager, il faut bien savoir que c'est des modèles qui sont créés plutôt anglo-saxons, donc ça vient de là. Mais moi, je pense que l'important, c'est de parler des gens comme il faut, avec respect, et puis de se poser la question. C'est sûr qu'après, il y a des petits trucs, hein. Moi, je dis jamais schizophrène, mais atteint de schizophrénie ou avec schizophrénie, parce que je pense que c'est une manière de montrer que la personne n'est pas que ça, etc. Je pense que ce qui est fondamentalement important, c'est ce qu'on fait et les valeurs qu'on met dans nos pratiques, et les mots facilitent ça dans les relations qu'on a aux gens. Je pense que les mots, c'est plus un outil au service de ça. Super, merci. Alors, je vois qu'il y a des messages de remerciements pour le webinaire, mais effectivement, on va essayer de le diffuser sur YouTube. On a quand même eu beaucoup de demandes de personnes qui étaient de garde ou qui avaient des cours déjà. Donc, je pense que ce sera vraiment utile de le diffuser. J'avais une dernière petite question, c'est que des fois, nos réunions, elles servent aussi à reprendre un peu avec l'équipe des points de formation où en fait on leur explique aussi des notions de sémiologie, de pourquoi le traitement, etc. Mais aussi des fois on reprend un peu les difficultés qu'ils peuvent rencontrer humainement aussi eux de leur côté, etc. Mais du coup ces temps-là, moi je les imagine difficilement en présence d'un usager. Alors est-ce que du coup il y a dans les équipes où il y a vraiment l'usager qui est présent quand les décisions sont prises pour lui, est-ce qu'il y a vraiment des temps dédiés de reprise, de choses comme ça qui sont bien en place? Parce que
Bah, Ça, c'est alors, ça, c'est hyper intéressant. Moi, pour avoir transformé une unité, donc d'un hôpital de jour à un centre de réhab, et ça renvoie un peu à la question de Mélanie sur l'avoir des équipes dispo pour accompagner ce type de démarche. Euh, on a une psychiatrie qui est encore très orientée et très hiérarchisée, hein, où le psychiatre est au centre des trucs, où les décisions se font en réunion avec l'avis du psychiatre, etc. Et finalement, où la responsabilité de tout le monde est un peu diluée. Euh, Moi, au Centre Mainviel, on n'a aucune réunion générale, en fait. L'équipe est formée régulièrement, supervisée par les psychos sur la TCC, mais quand il s'agit de parler d'un usager, soit c'est de l'individuel, soit tout ce qui est fait avec l'usager, en fait, est fait en sa présence. Donc, je pense il faut y aller par étapes, surtout quand tu accompagnes des changements de pratique. Les gens, quand ils sont amenés dans des changements de pratique, il y a des questionnements, il faut pouvoir y répondre. Et effectivement, quand c'est un fonctionnement général et qui n'est pas pour parler d'un usager propre, ça ne sert à rien qu'il soit là, en fait. Mais je pense que c'est beaucoup une idée de soignant aussi de penser qu'il faut faire des longues réunions pour débriefer, etc., etc., etc. Moi, l'équipe, clairement, à l'heure actuelle, ils n'en ont plus besoin. Mais c'est parce qu'aussi, on parlait de redéfinir les frontières de nos métiers. Ils ont aussi redéfini. On a arrêté d'avoir un fonctionnement médico-centré. Le case manager, il est au centre des décisions et de la collaboration avec l'usager. C'est pas obligé de toujours passer par moi, le psychiatre de l'unité, évidemment. Donc, toutes ces réunions-là, on a tous connu, hein. Moi, j'ai connu en tant qu'interne les réunions hôpital de jour. On prend tout le nom des usagers aussi, etc. Je pense qu'il faut des temps pour tout, mais que les pratiques, elles évoluent aussi avec les changements de ce qu'on veut mettre. Et pour bondir ce que disait Mélanie aussi, oui, c'est dur de faire changer les pratiques, mais il faut bien se rendre compte que moi, je vous encourage vraiment. Ce qui, moi, m'a le plus formé quand j'étais interne et qui me forme encore plus maintenant, c'est que très tôt, j'ai été faire des conférences pour des assos de famille ou d'usagers. C'est compliqué, tu es remis en cause, tu représentes à ce moment-là la psychiatrie, donc parfois tu t'en prends plein la gueule, etc. Mais tu apprends l'humilité, tu apprends ce que c'est les attentes des gens, et je pense que dans ta pratique après, ça t'aide d'avoir une pratique proche de ce que demandent les gens. On est encore trop éloigné de ce qu'attendent les gens de nous, et quand tu écoutes les usagers et leurs proches, à l'heure actuelle, pour eux, et ils ont presque raison, hein, en tant cas pour beaucoup, que la psychiatrie post-hospice, c'est le néant. Les gens ne se sentent pas accompagnés dans leur projet, pas entendus, on leur propose des activités qu'ils font pendant 30 ans au même endroit. C'est plus possible en fait. Il faut changer nos pratiques tout simplement, pas parce que c'est une mode, mais parce que les demandes des gens changent. Mais ça demande évidemment, en tant que si vous êtes futur chef d'unité, ça demande d'être accompagné en tant que chef. C'est pour ça qu'on fait aussi ces webinaires et qu'on essaye d'accompagner. Parce que accompagner une unité dans le changement et sur des choses qui sont depuis très longtemps, ça demande du boulot, ça demande du courage, ça demande beaucoup de choses et c'est très compliqué. Mais encore une fois, être en phase avec quel psychiatre vous voulez être au quotidien, ça n'a pas de prix et ça justifie largement les coups de gueule et les débats parfois interminables sur ce qu'il faut faire, voire les accrochages sur ce qu'il faut faire. Parce que c'est vraiment une énorme satisfaction de travailler comme ça, vraiment. Mais c'est pas simple à faire bouger, on est d'accord. Mais c'est de plus en plus simple parce qu'on est de plus en plus à le faire aussi. Bah, super. Merci beaucoup en tout cas. En fonction des retours qu'on aura, on va peut-être organiser d'autres éditions de webinaires de ce type. Ouais. Donc si jamais on reste en contact et puis merci d'avoir accepté la diffusion aussi parce que je pense que ça va servir à pas mal de monde. Avec plaisir. Prenez bien soin de vous en tout cas parce que c'est Bonne soirée important à tous. aussi. Et puis